Fabrice, Marc, bonjour. Bonjour Emmanuel. Merci de nous faire l'amitié de venir nous présenter le blockbuster de la saison. Concernant la relation client, je veux parler de l'étude que vous venez de publier. Alors vous, c'est Accenture, un cabinet éminent et mondialement connu. Juste Accenture en quelques mots, quelques chiffres. Accenture, effectivement, on est leader du conseil, de la technologie et de l'outsourcing. On est 245 000 à bientôt 250 000 personnes dans le monde, une forte présence en France, on est 5 000 personnes. On intervient dans l'ensemble des secteurs d'activité. Alors, toi en particulier, ta fonction c'est d'assurer la direction de l'activité vente et services clients en France. Et c'est un parcours qui a démarré quand et où et comment tu es arrivé là? Est-ce qu'on tombe dans le conseil et le consulting quand on est petit ou comment ça s'est passé? Alors, il ne faut surtout pas généraliser ce que je vais raconter, bien sûr, parce que je crois que même si de l'extérieur on aime bien dire qu'on est des numéros et dire qu'on a tous des costumes gris, des cravates bleues, des chemises blanches, tous les parcours sont finalement assez différents. Enfin, moi je suis tombé dedans effectivement personnellement quand j'étais petit. J'ai beaucoup travaillé sur des grands programmes de transformation, notamment dans des situations internationales, en Europe et puis dans le monde. J'ai travaillé dans différents secteurs d'activité, il y a les télécoms, les médias, l'assurance, les utilities, mais à chaque fois avec un point commun, des projets qui amélioraient la façon dont nos clients traitaient leurs clients. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a 4 ans, 5 ans maintenant, je me suis spécialisé sur cette pratique de la relation client que j'anime maintenant depuis quelques années. Et il semblerait qu'il y ait un vrai besoin, si on en juge par les résultats de cette étude, que vous publiez à nouveau. C'est une étude mondiale qui a, à grands traits, il s'agit de mesurer l'infidélité ou c'est une étude globale sur la relation client? On ne mesure pas l'infidélité, on mesure les attentes des clients dans le monde et la façon dont les entreprises y répondent. Avec quelque chose, là c'est la 7e année qu'on l'amène, il y a une chose qui est récurrente d'année en année, on se dit à chaque fois, mais où vont-ils s'arrêter? Et vont-ils, c'est pas ceux qui font l'étude, c'est les clients qui répondent. Deux choses, c'est des attentes qui sont toujours en forte augmentation, d'une année sur l'autre. Plus exigeant. Plus exigeant, oui, effectivement. Pour te donner un chiffre, on a dans l'étude, dans ceux qui ont répondu, il y a 44% des répondants qui disent oui, mes attentes en termes de relations clients sont plus importantes que l'année dernière. Tu vois, donc l'année précédente, on avait un chiffre un peu inférieur, on se disait déjà c'est énorme. Donc des attentes qui augmentent, et puis après on va dans le détail de l'étude pour comprendre sur quel levier les attentes augmentent, comment les entreprises y répondent, et qu'est-ce qui, in fine, construit une relation de confiance qui est quand même un des ferments, on va dire, du fait que les clients restent ou restent pas fidèles. Et donc la performance de l'entreprise à l'arrivée. In fine, la performance de l'entreprise. Alors vous êtes un cabinet mondial, donc c'est une étude mondiale que vous avez faite dans combien de pays? Il faut que je reprenne mes notes. Non, l'étude, on l'a fait dans une douzaine de pays, d'une année sur l'autre. Nous, on est effectivement présent dans 120 pays, on l'a fait principalement dans les 12 qu'on suit d'année en année. Elle avait commencé à être internationale la première année, en ce sens qu'elle était faite aux États-Unis et puis en Angleterre. Donc ça, c'était déjà international vu des États-Unis. Bon, après, dès la 2e, 3e année, on a commencé à dire attendez, si on veut faire quelque chose d'international, on va vraiment s'y mettre. Et maintenant, en fait, on a finalement un peu 3 clusters de pays dans l'étude, avec des tendances différentes à chaque fois. Qui sont d'une part les pays anglo-saxons, qui ont quand même une culture de service qui est un petit peu différente, ancrée dans les gènes, des pays d'Europe continentale,
Donc la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, la Hollande, etc. Enfin, et puis des pays émergents, enfin, la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, entre autres, où c'est toujours assez intéressant parce que ne traînent pas les vieilles strates que nous on a pu accumuler et construire les unes après les autres. Et c'est l'intérêt de quelque chose qui est booming, c'est qu'il n'y a pas forcément le même carcan que ce que nous on peut avoir. C'est passionnant effectivement de pouvoir justement dans les stratégies globales des grands groupes savoir comment se positionner sur ces différents pays en fonction de la maturité des consommateurs. Effectivement, c'est pas du tout la même chose. On imagine un peu, pas complètement. Alors, en ce qui concerne la France plus particulièrement, il y a quelques faits marquants cette année sur lesquels vous avez vraiment voulu insister, qui sont par exemple quoi? C'est toi qui allais m'en parler des faits marquants. Enfin, les faits marquants. Enfin, il y a 2 ou 3 choses qui m'interpellent en fait année après année. Cette année, je trouve que ce qui est vraiment profondément ressorti de l'étude, notamment pour la France, c'est la notion de confiance. Et ça, c'était quelque chose qui n'existait pas les autres années. Les autres années, on parlait plus, notamment quand on parlait de relations clients ou de service client, de notion d'accessibilité. Alors, ce sont des choses qui restent vraies, d'accord? Je veux, par exemple, quand j'appelle un service client ou un centre de contact, ou quand je prends contact avec telle ou telle marque dont je suis client, je veux être traité dans les temps, avoir une réponse qui va bien, être éventuellement reconnu comme un bon client si je suis bon client. Ça, c'est des choses assez qui sont maintenant devenues assez traditionnelles, mais c'est j'allais dire, alors là, s'il n'y a même pas ces fondamentaux, c'est même pas la peine d'en parler, mais il y a quelque chose qui est vraiment apparu cette année, c'est cette notion de confiance qui vient se rajouter par-dessus, qui peut tenir en fait à vous me promettez une expérience en tant que client, je suis pas sûr de la vivre à tous les coups. Ouais, c'est ça. C'est quand même un facteur important, surtout dans certains secteurs. J'imagine que dans des secteurs où la notion de sécurité, protection des données, et puis tenir ses promesses, s'il y a un doute qui s'installe, est-ce que ça se rattrape ça? Est-ce que quand on détruit la confiance, on arrive à la restaurer? Non, en général, justement. Donc c'est un peu la conclusion de l'étude, c'est qu'une fois qu'on a détruit la confiance, les clients vont voir ailleurs. Ouais. Après, la confiance, c'est du produit, c'est du prix, et puis c'est aussi du service en fait. Donc les précédentes années, ça s'est conforté, y compris en France, c'est que la qualité de service est et même le premier ex aequo, on va dire, des facteurs qui peut déclencher le départ d'un client. Après, sur la notion de confiance en tant que telle, effectivement, ça peut être le produit qui ne tient pas ses promesses. Ça peut être le prix dont on se dit qu'il ne tient pas ses promesses, entre guillemets, parce que, je ne prendrai aucun exemple spécifique, mais j'ai payé par exemple un abonnement relativement cher pendant plusieurs années, et puis parce qu'il se passe qu'un nouvel entrant sur un marché, tout à coup les prix chutent et il y a des milliards de dollars d'euros, de valeurs qui se sont détruites. Et là, du coup, je me dis, mais alors, pourquoi est-ce que j'ai payé ce prix-là pendant toutes ces années? Et puis c'est aussi l'expérience que je promets quand je vends mon produit ou mon service à un client, et puis c'est pas au rendez-vous de manière globale, en fait. Parce que moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est un chiffre très important, c'est que 61% des consommateurs, tous secteurs confondus, ont changé de fournisseur l'an passé, alors même qu'en moyenne, le service rendu était meilleur. Oui, mais comme il était... alors le service rendu, il est globalement meilleur, d'accord. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les attentes, elles évoluent comme ça, que le service, il évolue quand même positivement, mais moins vite, pas aussi vite. Et donc du coup, on a 2 tiers des Français qui disent, bah oui, moi, que ce soit par rapport à la grande surface où je fais mes courses, par rapport à ma banque, par rapport à mon opérateur télécom, je suis parti de l'un d'eux cette année parce que la qualité n'était pas là et au niveau de mon attente de service. Mais on imagine aussi peut-être que
la montée en puissance d'Internet rend le zapping plus facile aussi d'une marque à l'autre, parce que j'ai les comparateurs. Dès que je pose une question, on voit apparaître les comparateurs qui me permettent de voir si effectivement il n'y a pas mieux ailleurs, ce qui n'était pas le cas dans la vraie vie. C'est que quand je rentrais dans un magasin, il fallait que j'aille faire le tour des autres pour savoir si vraiment c'était mieux, moins bien, etc. Ouais. Puisque tu me lances sur le canal Internet, j'aurais tendance à dire que ça existait quand même, enfin ça fait quand même plusieurs années qu'on le voit. Enfin, alors, donc le parcours d'achat cross-canal, alors après c'est vrai que c'est une réalité qu'il y a dans la vie de toi, de moi, de tout le monde quasiment aujourd'hui. Ça l'est moins pas dans la façon dont les entreprises s'organisent pour y répondre, parce que souvent quand tu parles de multicanal, tu parles plus de superposition de canaux plutôt que de quelque chose de fluide entre les canaux. Donc là c'est quand même un peu l'enjeu en ce moment, d'orienter cette vue client plutôt que... Mais comme ça croît, ça prend 30% par an d'augmentation, donc ça finit par avoir une influence plus importante. Donc ce qui est vrai sur ce canal pèse peut-être aussi un peu plus sur la globalité des comportements. Ouais, et puis les attentes sur ce canal spécifique, j'aurais tendance à dire, c'est pas tant le e-commerce en tant que tel que le phénomène social où forcément la recommandation joue beaucoup, la recommandation des pairs. Et puis surtout le besoin qu'ont, et c'est notamment très important en France, les Français d'être engagés dans une relation avant l'acte d'achat. Donc on pense souvent marketing, vente, et puis après le service client, entre guillemets. Ce que dit l'enquête, c'est qu'il y a de plus en plus de Français qui veulent interagir avec telle ou telle marque avant même l'acte d'achat. Il y a des préliminaires. Ouais, il y a des préliminaires et puis il y a aussi des ambassadeurs. Alors on veut interagir avec la marque, mais on ne veut pas d'un discours préconstruit. Une relation. Une vraie relation avec soit la marque en tant que telle, soit ceux qui en sont contents. Et ça c'est quand même un enjeu aussi que révèle l'étude, c'est comment j'organise, comment je fédère mon réseau d'ambassadeurs qui doit avoir un discours vrai, pas non plus fabriqué par la marque, mais qui doit se répercuter partout de manière positive. Et donc c'est facilité par le net, ça, pour le coup. C'est aussi une tendance qu'on observe, j'allais dire, dans la vraie vie, puisque les réseaux d'ambassadeurs physiques, entre guillemets, sont de plus en plus nombreux. Et puis pour finir là-dessus, on parlait avec un client justement de comment construire ce réseau et de comment remercier les ambassadeurs d'être les ambassadeurs. Et donc les premières hypothèses, c'était est-ce qu'on leur donne des sous, est-ce qu'on leur donne des produits, des services, des abonnements gratuits, que sais-je encore. Et puis très rapidement, on s'est aperçu que ce qui marche le mieux, en fait, c'est de les écouter eux, les premiers, avant les autres, et que leurs suggestions, bien sûr ils en parlent parce qu'ils aiment, mais de les mettre au centre de la confection des nouveaux produits, des nouveaux services, c'est finalement ce qui les fidélise le plus et les rend plus fiers d'être les porteurs qui sont les victoires positives. Il y a un chiffre qui devrait motiver les décideurs, c'est la notion de fidélité, et vous avez indiqué que globalement dans les pays que vous avez étudiés, moins d'un quart des consommateurs se sentaient très fidèles. Oui. Et en France, c'est encore pire. Encore pire. Donc on est très bon là-dedans. Et on a 19% seulement, tout secteur confondu, des gens qui se sentent très fidèles. Oui. C'est un peu un désastre annoncé, ça. Alors, c'est un désastre, si on veut, c'est en tout cas annoncé. C'est annoncé, mais de manière beaucoup plus fragmentée. Avant, la fidélité, c'était quand même je suis fidèle, je ne suis pas fidèle. Et ça a duré tout le long des 10 dernières années où on s'est préoccupé de fidélité. Aujourd'hui, c'est plus insidieux. Je commence par être un peu infidèle, et là où c'est difficile en fait à suivre, c'est que les clients ils sont plus là, mais
Mais aller chez la compétition, si tu veux, est beaucoup moins dur. Ils y sont allés petit à petit. Et puis quand on se réveille, ils y sont vraiment bien. Enfin, en fait. D'accord, c'est en fait comme partiellement. Par exemple, on peut imaginer que ce sont des gens qui soient multibancarisés, ils prennent un produit par ailleurs, mais ils n'ont pas forcément quitté leur prestataire. Et du coup, ce que vous dites, c'est que l'acteur s'en aperçoit pas. Exactement. On n'a pas mis en place ce qu'il fallait pour s'en apercevoir. Ouais, on a gardé les vieilles règles en disant le gars il est là ou il n'est pas là. Et en fait, là, il est encore un peu là, mais de moins en moins. Voilà. Et comme on n'a pas forcément mis les capteurs aux bons endroits, effectivement, on n'a pas forcément les mêmes actions pour le retenir que ce qu'on pouvait avoir avant. Enfin, c'est plus diffus aussi. D'où le fait de ce sentiment d'infidélité, ou en tout cas de moindre fidélité, et donc de clients plus à peur. Alors, c'est ce que vous avez appelé l'émergence d'angles morts. Je trouve que c'était une idée. C'est ça, c'est bien. Chose qu'on n'avait pas forcément vu venir. Voilà, et c'est tout d'un coup quelque chose qui surgit dans le rétroviseur au dernier moment, et là malheureusement c'est souvent un peu tard. Et dans ces angles morts, vous disiez justement la notion plus que de l'écoute, nouer un vrai dialogue. Il y a une frustration. Une sorte qui naît d'un manque d'opportunité de dialoguer. De dialogue tout au long, effectivement, puisque souvent le dialogue il est fait soit à l'instar, à l'initiative du client, auquel cas c'est pas toujours pour des raisons très positives, soit il est fait souvent, tu vois, par exemple dans des campagnes de vente. Pour donner un exemple, j'ai été appelé par mon opérateur téléphonique la semaine dernière qui voulait me pousser une offre. Je lui ai dit, écoutez, c'est bien parce que pendant que je vous ai au téléphone, je voulais vous dire 2 ou 3 choses. Et là, la personne ne savait pas parce qu'elle n'était pas connectée au reste de la maison. Et donc, elle ne venait pas pour ça. Et donc, ça génère de la frustration. Et c'est justement cette difficulté à avoir quelque chose de cohérent avant je suis client au moment de l'acte d'achat, je suis client après. Et qu'est-ce que je fais pour entretenir cette relation tout au long. Alors on a parlé de avant, pendant, après, et puis il y a aussi quand même quelque chose qui est devenu très fort dans l'enquête cette année, c'est la notion quand même de différence de traitement entre ce que j'attends comme client vis-à-vis des canaux, vis-à-vis de mes moments de vérité, et une grosse frustration puisque il y en a 90% quasiment, 88 pour être précis, qui disent oui effectivement quand ça cloche à un moment, c'est un petit peu même beaucoup en fait de l'édifice qui s'effondre et qui génère de l'insatisfaction. Et en fait, est-ce que ça, parce que est-ce que c'est poussé par le fait que le secteur des télécoms, dont on parle beaucoup, parce qu'il représente une grosse partie des flux, des relations, et que c'est à l'entrée de beaucoup d'autres secteurs d'activité, parce que je rentre dans la banque par le téléphone mobile, je rentre dans l'automobile par le téléphone mobile, donc il y a le secteur en lui-même, puis il y a le fait qu'il est une porte d'entrée, qui est un canal, et donc du coup on y pense d'autant plus, parce qu'il conditionne peut-être aussi les autres canaux. Mais est-ce que en dehors de ce secteur-là, les autres secteurs ont évolué à peu près de la même manière? Donc c'est en fait, est-ce que ça veut dire que c'est la culture du marketing qui doit changer, ou est-ce que c'est la culture commerciale qui doit changer? Je pense que c'est la culture de l'entreprise en fait. Qui doit changer, oui. À savoir, à se dire, oui, il n'y a pas forcément une direction marketing, une direction commerciale, une direction du service client. Après, les réponses qu'on peut y apporter, elles sont complètement multiples. On peut se dire que c'est au marketing de penser l'ensemble et puis aux autres d'exécuter. Il y en a qui répondent en créant des directions d'expérience client qui vont piloter tout ça du début jusqu'à la fin. Mais se dire qu'on remet le client au centre de ça et pas attaqué par... Tout le monde a l'impression de l'avoir fait, on entend depuis 10 ans des entreprises qui ont mis le client au milieu. Oui, dans les rapports annuels. Oui. Oui, mais dans la vraie vie. Mais est-ce que c'est-à-dire que l'enjeu pour les entreprises qui veulent tirer vraiment la quintessence de cette étude, ça revient à repenser l'organisation,
ou est-ce que les organisations telles qu'elles sont en place peuvent parfaitement s'adapter aux conclusions de votre étude? Alors elles peuvent s'adapter, mais je pense que ça nécessite quand même d'y repenser un peu. Quoi. Tu disais c'est un peu tarte à la crème. Je suis d'accord avec toi, sauf que moi j'ai des le mot est tarte à la crème. Ouais, c'est tarte à la crème. Moi j'ai des directions, j'ai des clients où la mobilité c'est rattaché à la direction de l'innovation. Quand je parle de mobilité, c'est la mobilité, c'est qu'est-ce qu'on offre pour nos clients sur le canal mobile. Ça, c'est la direction de l'innovation. Le digital, alors on en met encore autre chose à l'intérieur, est rattaché à la stratégie ou à la communication. Et tu vois bien qu'en rattachant quand même tout ça, on n'y est pas encore du tout. Alors, il n'y a pas d'unification. Il n'y a pas d'unification. On en est en train, ça fait penser un peu à l'évolution de la médecine. Au départ, il y avait un médecin qui était omniscient, qui savait tout sur tout, qui allait de la chirurgie aux ventouses, aux dents, etc. Ça, c'est très compliqué. Et puis aujourd'hui, le pilotage justement de la relation client, qui était quelque chose qui était un peu marginal à une certaine époque, est devenu un peu plus central et est aujourd'hui devenu extrêmement plus complexe par l'émergence de canaux nouveaux, des réseaux sociaux, de la mobilité, et puis le digital au sens large. Voilà, et puis les problématiques de langue, parce qu'il s'agit de parler et d'échanger avec des consommateurs qui ne parlent pas tous le même langage. Donc au départ, quand j'avais un seul canal, par exemple, les gens m'écrivaient, j'avais tout le temps de traduire pour essayer de comprendre ce qu'ils me disaient. Donc là maintenant, on est de plus en plus synchrone dans les relations, on est de plus en plus avec la mixité des canaux et le fait que les canaux sont convergents. Un smartphone, c'est un téléphone et un navigateur Internet simultané, avec des exigences qui vont avec. C'est-à-dire que je suis en train de me déplacer, je ne peux pas attendre du tout. C'est qu'avant on disait voilà, 6 sonneries avant que ça décroche, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, 6 sonneries avant que ça décroche, c'est complètement insupportable. Donc, est-ce que pour l'enjeu pour les marques, ça va être effectivement de fusionner certains départements, ça va être de coiffer tous les départements existants qui peuvent être nécessaires par une direction du service client ou de la relation client? Ce qu'on voit apparaître sur des marchés qui sont un peu en avance par rapport à ça, c'est l'émergence d'un Chief Client Officer. Tu vois, et ça n'existe pas encore totalement chez nous. Après, les modèles, ils sont différents. Mais effectivement, se dire qu'il y a quelqu'un qui prend, parce que ce sont quand même différents métiers, donc on ne va pas mettre tout dans la même boîte, mais dire que la partie qui va permettre de prendre le meilleur de chaque pour être sûr que ce que tu restitues au client est homogène et quand même différencié, parce que ça, c'est la première étape, mais après, quand le client il a des attentes qui changent quasiment la moitié d'une année sur l'autre, on est obligé de rentrer dans une mécanique beaucoup plus rapide que ce qu'on a aujourd'hui. Les clients, ils n'ont pas tous les mêmes attentes par rapport au même moment de vie. Il y en a qui préfèrent être contactés sur tel canal, d'autres sur tel autre canal. Et ça, ça va être c'est déjà une grosse transformation. Et ce qui va pousser beaucoup cette transformation, c'est ce qu'on appelle l'analytics, c'est-à-dire la vraie connaissance client, l'utilisation de toutes les données qu'on peut avoir sur les clients, pour répondre finalement au mieux à chaque instant, à chaque client. Est-ce qu'il n'y a pas deux tendances antinomiques? L'une qui est, tu as employé le mot de mécanique, de système. Est-ce que d'un côté, face à ces grandes organisations qui sont celles auxquelles on pense, les opérateurs télécoms, les banques, etc., les constructeurs automobiles, donc ils ont des milliers, des millions de clients, donc la nécessité de structurer, de mémoriser, d'analyser, etc., et puis de l'autre côté, une attente peut-être de plus en plus forte, puisqu'on a de moins en moins de points de vente et de plus en plus d'Internet et de virtuel. Est-ce qu'on n'a pas une attente fondamentale du consommateur, d'humain, d'affect et d'hyper-personnalisation? Peut-être pas dans l'offre, mais au moins dans le dialogue. Dans le dialogue et dans le service. Et qui, en fait, d'un côté, je structure, j'emmagasine, etc. Et en même temps, j'ai des organisations de plus en plus grandes. Et comment je diffuse cette culture, cette préoccupation, cette capacité à être particulier dans ma démarche et dans mon dialogue. Il y a un moyen de faire ça?
Le seul moyen, c'est que ça vienne de la direction générale, en fait. Enfin, et que ça vienne aussi de la base, que chacun soit concerné et capable d'appliquer cette démarche. Bah oui, mais ça peut marcher que de haut vers le bas, parce que moi, j'ai jamais vu ni ça remonter de la base, entre guillemets. Oui. Et parfois, ce que j'ai vu, c'est qu'on se dit que le client retrouvera ses petits dans tout ça, et ça marche pas. Oui, donc une décision, une prise en compte des décideurs du plus haut niveau qui vont globaliser, unifier. En sorte que tout le monde se mette sur le même axe. Et ça, c'est vraiment culturellement une vraie différence par rapport à ce qui se pratique aujourd'hui. Et les moyens d'opérer ce changement, c'est pas juste des décisions de changer les structures qui coiffent le total. Il y a vraiment des enjeux. C'est pour ça que je dis qu'il y a les réponses, elles sont multiples, parce qu'il n'y a pas une réponse qui dit on va mettre un truc qui va coiffer l'ensemble. Oui. Ça peut être. Il faut que l'organisation diffuse. Les réponses, elles vont être différentes par organisation. Ça peut être une organisation qui se dit moi c'est le digital qui va tirer tout ça, par exemple, parce que l'émergence du canal est tellement forte que c'est un bon moyen en fait de réaligner tout le monde. Il y en a d'autres qui peuvent se dire ce sont les outils qui vont tirer tout ça, parce qu'effectivement les outils sont quand même un petit peu structurants. Il y en a d'autres qui disent on va faire quelque chose de transverse qui va piloter toutes ces fonctions et puis qui va aussi piloter la partie technique pour que tout le monde soit au rendez-vous. La question, c'est l'engagement de tous les hommes de la structure, les hommes et les femmes de la structure, autour de cette préoccupation. Quand on a des dizaines, des centaines et puis l'inscription de ces objectifs dans les indicateurs de performance de chacun, parce que souvent, et les formations qui vont avec. Et puis effectivement déployer la transformation qui va avec, parce que souvent ça reste des bons mots, des projets uniques. On va faire un projet de satisfaction client. Ok, on a fait un projet de satisfaction client, on n'a rien transformé du tout, et puis on a un peu progressé, mais pas à la vitesse du client. Est-ce qu'on n'a pas un peu actuellement, au royaume des aveugles, les borgues sont rois, je suis moins pire que mon concurrent, donc tout va bien? Non, je pense qu'il y a vraiment des marques, notamment les marques de tout ce qui est bien de consommation, qui prennent quand même un net facteur d'avance en ce moment par rapport à d'autres secteurs. Et donc la recommandation, c'est par quoi on commence dans un chantier comme celui-là? Par le client. Par le client? Ah oui. C'est un très beau message. Merci beaucoup Fabrice.